le... Alors, bonsoir tout le monde. Donc, on veut parler de la paracha de Matot Massé. Cette semaine, on a deux parachiotes. On a beaucoup de sujets. J'en ai choisi un. On aurait pu choisir beaucoup d'autres. Le Rav Tzvi Yehuda faisait remarquer qu'on est à la fin du livre de Bamidbar. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le livre de Bamidbar, c'est le livre des problèmes. Et il y a le livre de Shemot Vayikra qui nous parlait de la Torah Beshivtecha Bebetecha, quand on est installé, quand on a le Bet Hamikdash, quand on est à la maison, quand on est en situation de stabilité, mais il y a aussi une Torah quand on est dans le chemin, et c'est en fait la Torah qui nous accompagnait pendant les 2000 ans d'exil. On n'était pas à la maison, on était en chemin, et quand on est en chemin, il y a plein de problèmes. Le livre de Bamidbar est plein de problèmes, les explorateurs, la faute de Korach, les malédictions de Bilham, la faute de Moshe avec d'avoir frappé le rocher. Il y a plein de problèmes dans le désert. Et le Rav Tzvi Yehuda nous fait remarquer une chose dont je ne vais pas maintenant développer beaucoup là-dessus, c'est que si Shemot Vayikra, c'était Beshivtecha Bebetecha quand on est à la maison, le Sefer Vayikra termine sur la paracha des Nedarim, sur les gens qui font un vœu de donner leur valeur comme offrande au temple. Et maintenant, le livre de Bamidbar finit aussi sur les Nedarim, sur comme quelqu'un qui fait des vœux. Il y a un parallèle entre Beshivtecha Bebetecha ou Ulertecha Baderer. Dans les deux cas, on finit avec les vœux, mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler. Je voudrais me concentrer sur un sujet, qui est que le livre de Bamidbar a commencé en mettant l'accent sur la famille. C'est quelque chose de fondamental. C'est évident que ce qui a gardé le peuple juif pendant 2000 ans d'exil, c'est la valeur de la cellule familiale. C'est le fait que la famille restait juive, même quand des fois autour il y avait des vents problématiques, il y avait une ambiance problématique, mais la famille juive qui a conservé ses valeurs, le papa et la maman comme un roi et une reine autour de la table du Shabbat, même si dans le reste de la semaine, ils étaient pogromisés, abaissés, humiliés. Cette fierté de la table du Shabbat a aidé à garder le peuple juif. Les valeurs de la famille ont aidé à garder le peuple juif. Et quand on est sorti dans le désert, on voit au début qu'il y a un conte. Dieu ordonne à Moshe de faire un conte du peuple juif, qui va de refaire à la fin du désert pour vérifier combien sortent. Et à l'entrée du désert, il était marqué Seu et Rosh Koladad Ben Israël, le Mishpechotam, le Bet Abotam, le Mispar Shemot, Kol Zachar le Gulgolotam. Quand on a compté les Juifs au début du Sefer Bamidbar, on l'a fait le Mishpechotam, le Bet Abotam, d'après les familles. C'est-à-dire que la Torah met en avant la valeur de la famille qui est ce qui va aider le peuple juif. Et juste après, ça c'était Parashat Bamidbar qui nous parlait de faire des comptes en fonction des familles. Dans la paracha de Nasso, on a aussi une mitzvah qui s'occupe d'un problème où la famille est en train de prendre un sacré coup quand il y a un homme qui soupçonne sa femme de ne pas être fidèle, de ne pas lui être fidèle. Alors, on a eu dans la paracha de Nasso l'histoire de la Isha Sota, une femme dont son mari la suspecte, la soupçonne peut-être de ne pas lui être fidèle. Alors, il y a un processus de vérification qui se fait au temple et la Torah dit, on prend le nom de Dieu, on l'écrit sur un parchemin et on l'efface dans des eaux amères, ou macha, me hamaim arerim. Et là-bas, la Gemara est très claire que de quel droit on prend le nom de Dieu et on l'efface. On n'a pas le droit, c'est un des isurim de la Torah, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Mais dit Dieu, si c'est pour ramener la paix dans un ménage, ben que mon nom soit effacé et que la paix revienne dans le ménage. Donc on voit qu'au début de la Torah, au début du désert, au début de l'exil, la Torah essaie de mettre en place la famille et essaye de régler les problèmes quand il y a des problèmes au sein de la famille. Quand on sort du désert, ça va être juste le contraire. Maintenant, on rentre en Eretz Israël et alors il faut maintenant commencer à organiser le peuple. Plus des familles, mais un peuple comme peuple. On passe de la communauté à la communauté nationale. Et alors, on va partir en guerre. On va partir en guerre. On est déjà parti en guerre dans la paracha avant. On est parti en guerre contre Midian, on s'est battu contre Sichon et Og. Et quand on part en guerre, dit le Rambam, Maïmonide, il dit que celui, d'après la Gemara bien sûr, c'est dans le Talmud, qu'un soldat qui part à la guerre,
écrit un get, écrit un acte de divorce de sa femme. C'est un acte de divorce qui est conditionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas que quand il part à la guerre, il divorce, mais c'est que s'il ne revient pas de la guerre, il a divorcé sa femme avant de partir. C'est un divorce conditionnel. Pourquoi cet acte de divorce? Ça règle des problèmes juridiques. Dans le cas où un soldat serait porté disparu, où il ne revient pas du combat, alors sa femme serait bloquée puisqu'elle est mariée sans pouvoir prouver que son mari est décédé et sans avoir obtenu le divorce, elle ne peut plus se remarier, les enfants ne peuvent pas hériter, on ne peut pas toucher à l'héritage du soldat. Et donc, pour régler ces problèmes, un soldat qui part à la guerre écrit un acte de divorce conditionnel de façon à ce que s'il ne revient pas, alors le rabbinat peut faire valider ce divorce et alors la femme peut se remarier et les enfants peuvent hériter. Donc, c'est au début un problème qui règle un problème de statut marital, de statut juridique. Et on a voulu refaire la même chose dans l'État d'Israël. Ça n'a pas été fait. Mais, explique le Rav Tzvi, en plus du fait que ça règle des problèmes d'un homme qui serait porté disparu au combat, ça donne une autre dimension au départ à la guerre. Quand un homme part à la guerre, il n'est plus membre de sa famille. Il est membre maintenant de la communauté. Il va se mettre en danger pour sauver un autre soldat. Il va se mettre sa vie en danger pour sauver la collectivité. Et au moment où quelqu'un fait partie d'une armée, alors il perd son individualité et devient aussi, un individu, mais au service d'une cause qui est beaucoup plus large que lui. Et donc, son cadre de référence n'est plus la famille, mais est le clan Israël, la communauté d'Israël tout entière. C'est pour ça, dit le Rav Tzvi, que le soldat écrit cet acte de divorce pour dire maintenant, je ne me bats pas uniquement pour ma femme et mes enfants. D'ailleurs, le Rambam dit qu'il ne faut pas penser, quand tu pars au combat, tu ne penses pas à ta femme et tes enfants, tu penses à sauver le peuple juif. Donc, on passe d'une dimension familiale à une dimension collective. Et dit le Rav Tzvi, on trouve ça dans un autre passage de la paracha qu'on lira demain, après-demain, qui est l'histoire des filles de Tzlophrad. Les filles de Tzlophrad étaient venues chez Moshe en lui disant « Notre père est décédé sans enfant, et pourquoi ne pourrions-nous pas hériter sa part, puisque hériter sa part, c'est garder son nom vivant dans la communauté, dans la tribu de Menaché dont il fait partie. » Et Dieu avait dit, les filles de Tzlophrad ont raison, elles hériteront la part qui revenait à leur père. Et c'est une loi qui est fixée à ce moment-là que l'héritage en général passe aux garçons et à leur charge, à la charge des garçons, de marier les sœurs, de nourrir la mère, que ce n'est pas qu'ils prennent l'argent et ils lâchent la femme et les sœurs. Au contraire, d'abord, quand ils ont reçu l'héritage, il faut d'abord s'occuper de la veuve, s'occuper, marier les sœurs, et s'il reste quelque chose, alors c'est pour eux. Et Dieu a dit à Moshe, elles ont raison. Dans le cas de filles, de quelqu'un qui décède sans laisser de fils, c'est les filles qui héritent de l'héritage et pas des oncles ou des cousins plus éloignés. Et la paracha de Mas'é va nous raconter que la tribu de Menaché est venue chez Moshe et va dire, mais c'est catastrophique ce qui se passe là. Maintenant, ces filles vont recevoir l'héritage de leur père. Donc, c'est l'héritage qui fait partie de la tribu de Menaché. Mais ces filles vont se marier et elles vont tomber amoureuses de quelqu'un de la tribu de Binyamin, de la tribu de Yehuda, enfin d'une autre tribu. Et en fait, un héritage qui aurait dû faire partie de notre tribu à nous va partir vers une autre tribu. Et de nouveau, la question est portée devant Dieu qui répond à Moshe. Là, ils ont aussi raison. Et dans ce cas-là, d'une fille qui hérite donc de son père un bien terrien, eh bien, elle est obligée de se marier dans sa tribu. C'est-à-dire que la Torah se mêle de la cellule familiale et ce n'est pas que ces jeunes filles, ces 5 filles de Tzlophrad ont pu choisir avec qui se marier, mais la Torah a quelque chose à dire à leur mariage. Il faut qu'elles se marient dans la tribu pour éviter que le terrain passe à une autre tribu. C'est juste à cette époque-là, ce n'est pas une halakha qui continue. Je ne vais pas développer maintenant ce qui va se passer plus tard dans l'histoire, mais ce que je veux dire, de nouveau, on voit qu'au moment d'entrer en Eretz Israël, la communauté de la tribu, la communauté de la collectivité d'Israël prend le pas sur la cellule familiale. Et donc, si avant, en sortant dans le désert, la Torah a mis l'emphase sur la famille, quand on sort du désert, la famille existe toujours encore, mais elle passe un petit peu au second point. Il y a d'abord les besoins de la collectivité dans le départ à la guerre
dans l'héritage qui se fait par tribu. Et à partir de ça, on peut reformer la cellule familiale. La cellule familiale est soumise à l'intérêt collectif, alors qu'en exil, dans le désert, la cellule familiale était la cellule la plus importante dans la collectivité d'Israël. Alors voilà une des idées que le Rav Tzviuda a amené sur la paracha. Je vais donc couper l'enregistrement et s'il y a des questions, vous pouvez